Voilà, vous avez le zip. Alors, sur un Mac, pour dézipper, c'est le double clic sur le zip. Alors que sur le PC, c'est un clic droit, extraire. Oui, sur un PC, si vous double-cliquez sur le zip, vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça pose problème. C'est pas vraiment décompressé à ce moment-là. Les logiciels risquent de ne pas arriver à utiliser ce qui est dans le zip si vous faites juste un double-clic sur le zip sur Windows. Tandis que sur le Mac, c'est vraiment comme ça qu'on décompresse un zip. Donc, si on double-clique sur le zip, normalement, juste à côté, il y a le dossier décompressé qui s'ouvre. Et le zip, à ce moment-là, n'est plus nécessaire. Alors, on va utiliser le dossier pour expliquer un peu comment les choses fonctionnent. Alors, j'imagine que vous êtes actuellement avec quelque chose qui ressemble à ça. Ce sont des grosses icônes. On est d'accord? Alors voilà, j'imagine que vous voyez une fenêtre Finder. Donc le Finder, c'est l'équivalent de Windows, c'est l'explorateur de fichiers Finder. Vous voyez une fenêtre Finder et vous avez des icônes éventuellement. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà ceci. Si vous enfoncez la touche commande et vous cliquez sur la barre de titre là du Finder, ça vous montre le fil d'Ariane, le breadcrumb. Le dossier se trouve dans celui-là, qui se trouve dans celui-là, blablabla, jusque à l'ordinateur, au disque dur dans l'ordinateur, jusqu'au nom de l'ordinateur. Bon, comme ça, vous pouvez remonter éventuellement d'un niveau. C'est une solution. C'est la touche commande et cliquer sur la barre de titre. C'est une des solutions pour remonter d'un niveau, pour voyager dans la hiérarchie des dossiers. Alors, certaines parmi vous ont des icônes, d'autres ont des listes de fichiers. Les deux solutions sont bonnes, les icônes et les listes. Il y a juste qu'il faut les utiliser au bon moment. Par exemple, là, j'ai un dossier il est là. Voilà, j'ai un dossier qui contient plein de dossiers qui eux-mêmes contiennent des dossiers. L'affichage par icône, c'est très mauvais. Il vaut mieux afficher par liste. Et vous avez normalement ceci, quelque chose qui ressemble à ça au-dessus, qui vous permet d'afficher par liste. Allez-y. Voilà. Alors, je vais vous demander d'être au niveau du dossier la jour 3 matin. Donc, si vous êtes à l'intérieur déjà, avec la touche commande, vous cliquez sur la barre de titre et vous remontez. Voilà, il faut voir le dossier jour 3 matin. Donc ça, c'est un gros problème sur les Mac. Les gens naviguent dans les dossiers, dans les sous-dossiers à l'aide des icônes et ça prend un temps fou et ils s'y retrouvent pas, c'est compliqué, c'est fatigant. Alors que l'affichage par liste, c'est vraiment facile pour naviguer dans les dossiers. Donc ça, c'est la super astuce. Donc si vous prenez ici, vous activez, vous cliquez sur le petit chevron là, ça vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Là, vous voyez ceci, nom, date de modification, taille, etc. Vous voyez? Oui. Si vous allez là-dessus, vous allez élargir la colonne. Voilà. Et comme ça, vous voyez les noms longs éventuellement. Alors, il faut savoir que sur le Mac, au niveau du nom des dossiers et des fichiers, il n'y a pas vraiment de limite. En tout cas, pour atteindre la limite, il faut y aller très fort. C'est-à-dire qu'on peut faire des noms très longs. Alors que sur Windows, vous êtes limité. Vous pouvez pas faire des noms longs, sinon ça pose des problèmes. Vous êtes au courant. Sauf que depuis Windows 10, ça fait quand même assez longtemps, il y a une petite option à enclencher dans Windows pour que le Windows fonctionne comme le Mac, qu'il puisse gérer les noms longs. Mais personne ne le fait en fait. Donc ça, c'est une grande différence entre le Mac et le PC, c'est qu'au niveau du nom des dossiers, déjà, vous n'allez pas avoir vraiment de limite. Je pense que c'est 250 caractères qu'on peut écrire sur le nom d'un dossier, qui peut lui-même contenir des dossiers longs. Mais il y a une limite quand même, hein, mais beaucoup moins vite atteinte que sur Windows. Et donc, si vous faites des choses sur un Mac et que vous les transférez sur Windows, il est possible que Windows vous dise
Non, je ne peux pas ouvrir ce dossier, le chemin est trop long. C'est des choses qui arrivent. Typiquement, quand des gens envoient des dossiers faits sur Mac, ou quand vous êtes sur Windows, vous recevez quelque chose de quelqu'un qui travaille sur Mac, vous n'allez peut-être pas nécessairement arriver à ouvrir. Windows va pas gérer. D'accord? Donc, il faut savoir que ça fonctionne comme ça. Du coup, c'est mieux Mac, ça. Non, du coup, c'est pas mieux Mac, c'est pas ce qui est dit ici, puisque sur Windows, depuis Windows 10, depuis plusieurs années, on peut enclencher quelque chose qui permet des noms longs, comme sur le Mac. Alors, justement, la question de savoir si c'est mieux Mac ou PC, la question est stupide, en fait. Parce que ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc, la question principale, c'est de savoir quel est le type de machine qui est utilisé dans le milieu dans lequel je veux m'intégrer. Principalement, quel est le type de machine? Je vais pas arriver dans une entreprise avec mon Mac alors que tout le monde est en train de travailler sur PC. À moins que je sois le graphiste et les autres sont les comptables et les commerciaux. Là, ça peut encore se justifier. À l'inverse, venir avec un PC dans un environnement où tout le monde utilise des Mac, c'est peut-être pas l'idéal, à moins que ça se justifie. Je fais de la 3D, j'ai besoin de puissance, les PC sont plus puissants pour la 3D que les Mac. Donc, je suis le 3Diste de l'entreprise, les autres, ce sont des graphistes 2D, ils sont sur Mac. Donc, vous voyez, il n'y a pas de bonne machine ou de moins bonne machine. Voilà. Le Mac, son avantage, c'est que c'est un environnement cohérent. Voilà. Le matériel Mac est fait et les logiciels Mac sont faits pour le matériel Mac. Donc, en principe, tout fonctionne. Le PC, son avantage, c'est qu'il est moins cher et plus performant. Ce sera moins cher qu'un Mac et ce sera plus performant au point de vue puissance, le PC. Donc, vous voyez, il y a des pour et des contre. Donc, ici, vous bossez là maintenant sur un Mac pour vous habituer, juste pour voir, pour ceux qui n'ont jamais vu, ceux et celles qui n'ont jamais vu, voir à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne. Et si jamais vous devez un jour travailler sur un Mac, la gestion des fichiers, comment est-ce que je fais pour que ce soit pas un enfer pour m'y retrouver? Alors, si vous ouvrez les autres dossiers, ben vous voyez qu'on a à un certain moment des sous-dossiers avec des dossiers encore à l'intérieur. Voilà. Il y a des images. Si on sélectionne une image en cliquant simplement, pas double-cliquer, et si vous voulez voir à quoi ça ressemble cette image, vous avez la barre d'espacement sur le clavier qui vous permet de voir. Il n'y a pas que des images. Ici, il y a des weblogs, ce sont des raccourcis vers des sites web. C'est l'équivalent des points URL sur Windows. Il y a plein de weblogs, en fait, à certains moments. Voilà. Il y a des fichiers Illustrator. Les fichiers Illustrator, si c'est des points AI, si on fait barre d'espacement, on voit, parce que le fichier Illustrator a été enregistré, donc Adobe Illustrator, le fichier Adobe Illustrator a été enregistré avec l'option PDF compatible cochée. Ça, c'est l'astuce. Si vous voulez voir les icônes et pouvoir faire barre d'espacement comme ça sur le Mac pour voir à quoi ça ressemble, ce qu'il y a dans le fichier Illustrator, il faut absolument que ce soit enregistré au format Illustrator, donc le .ai, .adobe Illustrator, mais dans les options d'enregistrement, il faut que l'option PDF soit cochée. Et c'est ce qui a été fait ici. Sinon, en faisant barre d'espacement, je ne verrai pas le fichier Illustrator. Alors, si on ferme le dossier ici, et qu'on le réouvre, on retrouve tous les dossiers et sous-dossiers ouverts comme on les avait laissés. D'accord? Donc, si vous fermez et que vous réouvrez,
tout ce que vous aviez déployé comme dossier pour voir l'intérieur revient déployé. Sauf si, au moment où vous cliquez là-dessus, vous enfoncez la touche Option sur le clavier. Alors, est-ce que vous avez une touche qui s'appelle Option en bas à gauche? Parce que sur certains claviers Mac, elle s'appelle la touche Alt. Donc, vous enfoncez Option. Quand vous cliquez sur la petite flèche ici, vous lâchez la touche Option, vous revenez, vous réouvrez, tout est fermé. Ah, c'est pratique, ça. Donc, c'est la fermeture de tous les dossiers. Je veux dire, ils sont plus déployés, quoi. Ils sont contractés, on va dire. Voilà, l'affichage par liste, c'est vraiment le meilleur moyen pour aller directement au fichier qui nous intéresse. Voilà. Donc, si on ouvre un des dossiers, là, le platypus, par exemple, voilà. Platypus, si j'ouvre, tout est contracté. Ouais. Je peux, en l'ouvrant, enfoncer la touche Option et ça va déployer tout. Voilà. Tout est déployé. C'est quand même pratique, ça. Bon, au niveau des dossiers, c'est à peu près tout ce qu'il fallait voir. On fait comment quand il soit Alors, la colonne date de modification est hyper intéressante parce que quand vous avez un dossier dans lequel vous êtes en train de travailler et que vous voulez retrouver rapidement la dernière chose sur laquelle vous avez travaillé, eh bien, date de modification va vous permettre de le retrouver. Ce sera tout en bas ou tout en haut, ça dépend. Il faut cliquer et à un certain moment, le dernier fichier que vous avez travaillé se trouve là. Quand on sera dans les logiciels Adobe, vous verrez qu'il y a une autre méthode pour retrouver rapidement le fichier, le dernier sur lequel on a travaillé. C'est dans le menu fichier des logiciels Adobe, il y a ouvrir le fichier récent, ouvrir un fichier récent, et il y a une liste des derniers fichiers que le logiciel a ouverts. Ça, c'est encore une autre solution. Mais donc, cette colonne date de modification, quand on est dans le gestionnaire de fichiers, le Finder, elle est super importante. Date de modification. Et non pas date de création, parce que ça, c'est la date à laquelle le fichier a été créé. C'est bien date de modification. Quand on fait un clic droit sur cette barre, on décide qu'est-ce qui apparaît ou pas. Est-ce que vous aviez date de modification, la colonne? Super. Sinon, il y a d'autres choses. La taille, par exemple. La taille, quand on fait du graphisme, c'est important de voir la taille des fichiers. La taille des fichiers ou des dossiers, c'est important. Voilà. Et bien sûr, ces colonnes, on peut les prendre et les mélanger comme on veut en fonction de ce qui est important pour vous. Hein. Voilà. Si je peux inverser taille et date de création, de modification, voilà, par exemple. OK, dans le menu présentation, vous avez affiché les options de présentation. Menu présentation en haut de l'écran, afficher les options de présentation. Vous avez ici une option calculer toutes les tailles. Ça vous met la taille sur les dossiers aussi. C'est ça en fait que ça veut dire. Ça vous calcule la taille des fichiers, mais aussi des dossiers. Donc ça peut être intéressant d'enclencher. Vous avez utilisé les dates relatives. C'est une question de goût. Ça vous dit, tiens, ça c'est aujourd'hui, et il est possible que, oui, si j'avais un fichier qui a été fait hier, ça mettrait hier, je pense. Hier à 14h50, des choses comme ça. Donc c'est les dates relatives. Si vous décochez ça directement, vous voyez derrière que ça ne met plus le aujourd'hui. Voilà. Tiens, et si vous décochez et calculez toutes les tailles, vous voyez, ça confirme bien ce que je disais. Les tailles sont mises uniquement pour les fichiers, mais pas pour les dossiers.
Franchement, je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir ça coché. Bien, les options de présentation, je vais les fermer. Vous avez compris, c'est la petite boule rouge en haut à gauche. Voilà. Ah oui, à propos des boules, on a la boule verte qui permet d'agrandir. Et après, il faut que j'aille rechercher en bas à droite ou recliquer sur la boule verte, en fait. Je l'utilise pas souvent, en fait. Hein. Voilà. Ça va? La boule verte, là, vous la voyez? Ça, c'est pour rétracter le dossier. Il va se mettre dans le dock, sur le bord de l'écran, mais on va pas le faire ici. Ça, c'est pour fermer, bien sûr. Mais voilà, comme ça, vous avez une petite explication sur les boules. C'est la même chose que les petites icônes dans Windows en haut à droite, en fait. Hein. Évidemment. Quand la piste d'option, il va faire le chose, ça ne s'est pas tué. Je sais pas. Alors, chez moi ici, j'ai quelque chose qui est très intéressant. C'est le nombre de dossiers qui sont sélectionnés. Et voilà, je vais en sélectionner voilà 2, par exemple. Ah oui, pour en sélectionner 2, j'ai utilisé la touche commande pour cliquer sur le premier, puis sur le deuxième, en fait. Hein. Ou sur le troisième, et je reclique sur le deuxième. Enfin, voilà, on sélectionne avec la touche commande ce qu'on veut. Et il dit le nombre qui sont sélectionnés, c'est très pratique, en fait, hein, très pratique. Mais vous ne l'avez pas, ça. Ah. Et alors, il y a aussi le nombre, l'espace qui est disponible sur mon ordinateur. Donc, 96 gigas ici, et c'est un disque dur qui fait 1000 gigas, donc 1 Tera. Donc, mon disque dur est rempli à plus de 90%. C'est très mauvais. Si on remplit un disque dur à plus de 80%, donc plus de 8 dixièmes du disque dur est rempli, il y a des risques de plantage, il risque de planter. Et on perd tout si on n'a pas fait un backup sur un autre disque dur, un backup en ligne dans un cloud, on perd tout. Voilà. Il y a des gens qui ont perdu 10 ou 15 ans de photos de famille parce qu'ils ont utilisé pendant 10 ou 15 ans un disque dur, rien que pour mettre leurs photos, rien que là. Et voilà, c'est le drame. Si vous recherchez sur le web, vous allez trouver ces histoires-là. On a perdu 15 ans de joie familiale, les photos, le disque dur a craché. Alors, combien de pourcents de chances a un disque dur de cracher, à votre avis? 10. 10% de chances de cracher? Vous n'avez pas d'autres propositions? Ça, c'est super important parce que en entreprise, il faut être fiable. Là, je parlais de la famille, les photos familiales, mais en entreprise, il faut être fiable. Si vous n'arrivez pas à gérer vos fichiers et en cas de plantage total de l'ordinateur, vous perdez tout à 2 jours de remettre ça au client alors que ça prend 10 jours de travail, vous êtes mal, quoi. Donc, et la fiabilité, vous seriez étonné, les gens sont engagés dans les entreprises, pas seulement pour leurs compétences, mais également pour le fait qu'ils sont sympas, le fait qu'ils ont les mêmes hobbies que nous, les mêmes opinions politiques parfois, mais ça c'est autre chose, mais aussi le fait qu'ils soient fiables. Donc c'est pas toujours le meilleur dans les logiciels, le meilleur au niveau graphisme, le meilleur au niveau du code qui est engagé, c'est bizarrement, il y a d'autres critères. Hein. Il faut backuper d'une manière ou d'une autre le contenu de l'ordinateur sur des disques durs, si possible les mettre ailleurs, parce que j'ai eu le cas de gens qui faisaient des backups, mais malheureusement, on leur a volé tout, l'ordi et les backups. Il y a les incendies aussi, bien sûr, qui posent problème. Donc, et le cloud maintenant, le cloud, c'est quand même... vous savez, pour gratuitement, vous avez des dizaines de gigas gratuits sur le cloud pour faire vos backups. Donc, la réponse à la question combien de pourcents de chance a un disque dur de planter, de cracher et que ça devienne irrécupérable? La réponse, c'est 100%, évidemment. Un disque dur n'est pas éternel. Si c'est pas dans 6 mois, ce sera dans 3 ans, dans 12 ans. Mais à un certain moment, il va arrêter de fonctionner. Ben oui. Donc, ne pas faire de backup, c'est de la folie.
Après, il faut payer quelqu'un éventuellement pour essayer de récupérer. Il doit parfois démonter le disque dur, prendre les plateaux, les remettre dans un autre disque dur neuf, essayer de voir si... Enfin, ça coûte des centaines d'euros, quoi. Donc, ça coûte très cher d'être imprudent. OK. Donc, tout ça pour dire que moi, je suis au-delà des limites, mais je fais des backups et je suis un peu à la bourre. J'ai pas eu le temps de vider le disque dur de choses... pour le libérer de l'espace. Donc, plus de 80%, le disque dur, ça ne va pas. Alors, vous pouvez aller dans le menu présentation et vous demander afficher la barre d'état. Afficher la barre d'état. Et vous devriez voir la barre que j'ai ici en bas, qui est super pratique. Est-ce que ça marche chez vous? Super. Vous avez aussi le fil d'Ariane. Donc, on avait parlé de la touche commande et cliquez là-dessus, sur le titre. Ah oui, ça fonctionne aussi quand on est dans les logiciels. Vous avez une image ouverte, vous voulez savoir où elle est enregistrée. Ben oui, soit vous faites fichier enregistré sous et vous regardez où ça vous mène, soit vous faites sur la barre de titre de l'image dans le logiciel, touche commande et cliquez et vous avez le chemin. Mais ici, vous avez en plus le chemin en permanence, comme dans Windows. Et ça, c'est présentation, afficher le chemin d'accès. Ah, c'est bien. Alors, présentation par colonne. Pour moi, c'est moins bien que la présentation par liste, mais ça a un avantage, c'est que lorsque vous êtes dans un dossier qui contient une image et que vous cliquez, elle apparaît dans la colonne tout à fait à droite, en grand. Rapidement, voilà. D'accord. Alors, ce genre de dessin, ça prend du temps à faire. On va en faire, vous allez voir, il faut à peu près 3 heures pour faire un dessin. Je rigole, c'est fait en 1 minute. C'est de l'IA dans Illustrator. OK, il y en a qui détestent l'IA ici? Non. Ah. Bon, ça peut avoir de l'intérêt. C'est quand même un outil de productivité dont il faut tenir compte. Voilà. Donc, la présentation par colonne, oui, pourquoi pas, avec des infos supplémentaires. Alors, je passe à la présentation par icône. Moi, j'utilise liste et icône uniquement. La colonne, c'est pas mon truc. Vous avez la présentation par icône. Alors, depuis que vous avez demandé l'affichage de la barre d'état, vous avez non seulement le nombre d'éléments qui est dans le dossier, éventuellement le nombre qui sont sélectionnés, mais il n'y en a aucun sélectionné là. Vous avez l'espace disque dur disponible, mais vous avez aussi ce petit curseur qui vous permet d'agrandir les icônes. Voilà. Et alors, vous voyez qu'il y a des icônes qui sont sorties en dehors de la fenêtre. Elles sont sorties en dehors de la fenêtre, les icônes. Quand vous avez agrandi comme ça, pour les faire apparaître dans la fenêtre, c'est menu présentation, aligné par exemple, par nom, ça dépend. Voilà. Et il y a un petit ascenseur qui apparaît éventuellement sur le côté pour monter et descendre. Donc ça va, c'est bien pratique ça, de pouvoir agrandir les icônes énormément. Ah oui, on a aussi la roulette de la souris pour monter et descendre, bien sûr. La roulette de la souris, le sens peut être inversé. Si ça vous dérange le sens, la manière dont ça réagit, la roulette de la souris, sachez que dans les préférences, ici, menu pomme, réglage système, on peut inverser le sens de défilement de la roulette. Ça dépend de la logique qu'on a dans la tête, en fait. Il y en a certains que un sens dérange, les autres, ce sera l'autre sens que ça dérangera. OK, donc les icônes. Présentation alignée par nom. Voilà. Tout ça est bien pratique. OK, pour sélectionner les dossiers, bien sûr, on peut, quand on est en icône, englober. On commence à l'extérieur et on englobe. Ouais, tout à fait, c'est possible. On clique à l'extérieur et on englobe.
On peut aussi, avec la touche majuscule, aller englober autre chose, comme ça ajoute. D'accord? On englobe. Touche Shift, touche majuscule. Alors, confondez pas, c'est important pour la suite, la touche majuscule. Donc, j'appelle la touche Shift parce que beaucoup de jeunes la connaissent par ce nom-là. Confondez pas ça avec le Caps Lock, le verrouillage majuscule. Quand on sera dans les logiciels, si je vous dis d'enfoncer la touche Shift et que vous enfoncez Caps Lock, ça va pas le faire. Ben ici, c'est la touche majuscule que j'ai utilisée pour ajouter quand j'englobais. Avec la touche commande, attendez un peu, oui, avec la touche majuscule, même déjà maintenant, avec la touche majuscule, on peut enlever, quand on enfonce la touche majuscule, on peut enlever certaines choses qui sont sélectionnées. Mais tout ça, c'est du basique de gestion de fichiers, en fait. Hein. Nous, ça tire pas. La touche majuscule, ça marche pas, ça ne retire pas? C'est pas celle-là. C'est pas Caps Lock. On peut ajouter aussi avec la touche majuscule, je peux aller ajouter en cliquant sur elle, voilà. Donc tout est possible. Quand vous êtes en affichage par liste, là je repasse en liste, c'est comme dans Windows. Si je veux sélectionner tout, c'est clic sur le premier, majuscule, clic sur le dernier. D'accord? Clic sur, et voilà. Clic sur le premier, majuscule, clic sur le dernier. Si je veux en enlever la touche majuscule, ça marche pas alors. Si je veux en enlever de la liste, c'est la touche commande. Voilà. Et si je veux en ajouter après, ce sera la touche commande. Voilà. Donc, touche commande, pour vraiment sélectionner ce qu'on veut. Je peux aussi cliquer en dessous, rien n'est sélectionné, puis aller avec commande. Pardon? Pour clic, ça lui fait l'ordre. C'est beaucoup d'infos. Mince, il y a une interro qui arrive là tout de suite, pourtant, c'est dommage. Envie de tout retenir. Voilà, ceci termine l'explication. J'aurais pu donner beaucoup plus comme explication. J'ai essayé de réduire à l'essentiel, en fait. Hein. Après, si vous avez des questions précises à un certain moment, chez moi, il y a ça qui se passe, comment est-ce qu'on fait? Vous poserez la question. Tous télécharger le zip et double-cliquer sur lui et vous avez un dossier qui s'est ouvert avec ceci dedans. Bien. Alors, quelque chose que j'ai pas dit et qui est super utile sur le Mac, c'est la barre latérale. Donc, vous avez la barre latérale. D'ailleurs, comment est-ce qu'on l'a fait disparaître par ici? Bon, ok, je vais aller par le menu présentation. Présentation. Dans mon cas, je vais masquer la barre latérale. Puis, présentation. Je vais l'afficher. Afficher la barre latérale. Est-ce que vous la voyez, la barre latérale? Elle est super utile parce que vous allez pouvoir y stocker des dossiers dans lesquels vous êtes en train de travailler. Ça va vous éviter de devoir retourner dans le Finder, dans des dossiers, sous-dossiers, etc. Donc, le dossier sur lequel vous êtes en train de travailler, il n'y a aucune obligation ici, mais vous pouvez, si vous voulez, le prendre et l'amener dans la barre latérale. Et il est accessible là, en permanence, où que vous soyez dans le Finder, c'est accessible. C'est ton. Et bien sûr, avec un clic droit, vous pourrez le supprimer de la barre latérale plus tard si vous voulez. Donc, c'est menu présentation, afficher la barre latérale ou la masquer. Enfin, voilà, c'est... Mais en général, je la laisse afficher tout le temps. Donc, c'est hyper pratique, cette manière de stocker les dossiers sur lesquels je suis en train de travailler. Oui, mais c'est pas ça, lui, il a fait une touche, une Voilà. La barre latérale avec les favoris. Alors, si on clique par hasard sur cette petite chose minuscule, on les voit plus. Hein. Ils sont pas déployés. Ça, c'est le piège. Voilà. OK. Alors, vous allez pouvoir ouvrir les fichiers dans Illustrator. Donc, clic majuscule clic parce qu'on va les ouvrir tous les 5. Bien sûr, on pourrait être dans Illustrator et faire fichier ouvrir, mais là, on peut aussi les prendre et les amener sur l'icône de Illustrator et ça s'ouvre dans Illustrator. Voilà. On a plein d'onglets qui se sont ouverts. Vous savez, il est Alors,
techniquement, si on avait double-cliqué, il est possible que ça se soit ouvert dans Illustrator, mais c'est pas sûr, ça dépend comment c'est réglé sur l'ordinateur. Ne faites rien, là je viens de faire sur un des fichiers, je viens de faire clic droit, lire les informations, et c'est ici, dans la partie ouvrir avec, qu'on décide. Mais ça se serait ouvert dans Illustrator si j'avais double-cliqué. La fenêtre qu'on a ouverte, l'aspect. Voilà. Ça, c'est important quand on est sur le Mac, on décide sur quel logiciel ça doit s'ouvrir. Et ça concerne uniquement le fichier sur lequel j'ai fait clic droit, lire les informations. Si je veux que ce soit pour tous les fichiers qui terminent par cette extension .ai, il faut que je clique en plus sur tout modifier. Mais bon, ici, je vais pas le faire. Mais comme ça, vous savez. Parce que c'est très ennuyeux quand vous avez des JPEG, par exemple. Une image JPEG, vous double-cliquez sur elle. Au lieu de s'ouvrir dans Photoshop, elle s'ouvre dans Aperçu. C'est là qu'il faudra aller modifier que les JPEG, sur n'importe quelle image .jpeg, il faudra faire clic droit, lire les informations, dire « je veux l'ouvrir avec Photoshop » et cliquer sur « tout modifier » pour que tous les JPEG de l'ordinateur s'ouvrent dans Photoshop. Il y a quelque chose de similaire sur Windows. Si ça vous ennuie qu'un fichier s'ouvre pas dans le bon logiciel, c'est ce qu'on appelle le réglage du logiciel créateur. Capisseul 01, c'est le capybara qui a été tourné dans la version bêta de Illustrator. Alors, on est en septembre 2025, ça n'est pas encore dans la version officielle de Illustrator. Donc là, si je veux continuer à le tourner, ça marche pas. Par contre, dans la version d'évaluation, ce qu'on appelle la version bêta, il y a un outil que tous les graphistes trouvent génial, c'est magique. On donne un dessin et ça le tourne dans tous les sens, comme on veut. Je vais vous le montrer. Et avec votre licence que vous avez, vous pourrez le faire. Alors là, je vais faire un clic droit et demander ouvrir avec. Je vais forcer à ce que ça s'ouvre pas dans l'Illustrator qui est prévu, mais chez moi dans la version bêta. Donc avec votre version qui vous est fournie, si vous l'installez chez vous, vous pourrez installer le bêta. Alors, dans le manager d'application Adobe, ça se situe dans Applications, dans Bêta. Donc, vous avez Illustrator Bêta que vous pourrez, si vous voulez, installer chez vous. Et Photoshop Bêta a également une chose géniale, on en parlait tout à l'heure, je le répète, quand vous prenez un sujet sans décor, vous le mettez dans un décor, ça recalcule les lumières, les couleurs, les ombres, et vous avez l'impression qu'il est réellement dans le décor. Et ça, vous n'avez pas dans le Photoshop actuellement en septembre 2025. Ce sera intégré, c'est ça l'idée des bêtas, c'est qu'ils font des tests. Voilà, c'est pas sûr que ce soit très stable, alors ils ne le mettent pas dans la vraie application. Et donc, c'est là que vous aurez éventuellement la possibilité de faire ça chez vous. Et je le sélectionne. Et objet, rotation générative. Et voilà. C'est magique. Tout le monde hallucine, en fait, avec ce truc. Parce que ça demande de la puissance de calcul, comme c'est pas possible, d'arriver à deviner ce que c'est en 3D au départ d'un dessin et le faire tourner. On peut aussi faire une vue de dessus ou de dessous. Donc, c'est hallucinant. Ceux qui créent des personnages pour des dessins animés, bon, parfois ça foire un peu, hein, il faut corriger après. Ceux qui font des personnages pour des dessins animés, l'idée c'est qu'ils doivent faire des modèles sheets. Ils doivent montrer le personnage de face, de côté, de trois quarts. Eh bien ça vous dégrossit le travail déjà. Mais donc ça, je vais quitter Illustrator Bêta parce que vous ne l'avez pas actuellement. Je suis dans le dossier du cours 1. Je vais remonter d'un niveau avec la touche commande. Voilà. Je vais cliquer là-dessus, bouger, ça sélectionne tout et je fais commande C. Voilà, commande C. Je fais un nouveau dossier. Fichier, nouveau dossier. Je colle, commande V
je supprime le dernier caractère et je mets 2, et voilà, c'est vite fait. Mais d'une manière ou d'une autre, dossier. essayez de faire un dossier qui s'appelle cours 02. Voilà. Et bien sûr, moi, je vais le déplacer dans la barre latérale pour y avoir accès rapidement.